Et de retour dans cette séance avec voilà, juste la fin de la pause du côté de Jen et Robert. Et on reprend donc un nouveau paragraphe, effectivement, où il dit que tout cela est très simplifié. Mais l'expérience subjective de toute conscience est automatiquement exprimée en unité d'énergie électromagnétique. Donc là aussi, voilà, on commence toute nouvelle thématique. Alors, déjà, je pense que dans la phrase, ce qui est important de se dire, c'est qu'on parle bien d'expérience subjective. Et là, on rejoint le titre du livre. Hein, c'est pas le titre, enfin, c'est le principe fondamental dont Seth parle dans ce livre. Seth parle, où il dit que vous créez votre réalité. C'est peut-être pas le titre, c'est le... Où est-ce qu'il en parle? Je sais plus. Enfin bon, c'est vraiment le principe qui est dit, redit. Soit le titre d'un chapitre, peut-être, je me souviens même plus. Mais en tout cas, voilà, cette notion-là, toute réalité est subjective. C'est le point fondamental. Mais c'est ce que disent les psychologues. Nous vivons des événements. Moi, j'ai fait de la sophrologie. La sophrologie, on parle de phénomènes. Chacun vit son propre phénomène. La vie que nous vivons ne peut pas être mesurée en termes physiques, scientifiques, purs. Ce que nous vivons, la manière dont nous vivons les choses, et Philippe Guimand en parle dans une des vidéos aussi, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, où il dit justement que la physique, en science, on essaie d'écrire une formule qui expliquerait tout sur tout. Mais malheureusement, ça ne parlera jamais du vécu humain, de la manière dont chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous vivons notre vie. Pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Pourquoi le même événement est vécu de manière différente? Parce que la réalité est subjective. Tout ce que nous vivons est teinté par qui nous sommes. Ce que nous avons déjà vécu, la manière dont nous créons les événements, la manière dont nous ressentons les émotions, à quoi nous sommes sensibles, à quoi ça nous rappelle, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous rappelle? À quoi ça nous fait penser? Donc, l'expérience subjective de toute conscience, ça c'est fondamental, elle est automatiquement exprimée, et là, Seth utilise, je crois, c'est la première fois dans ce livre qu'il utilise cette notion, d'unité électromagnétique. Donc, voilà, les UEE, unité d'énergie électromagnétique. Ça veut dire que le point de départ, parce que la conscience, quand la conscience a des idées, vit quelque chose, le point de départ, ce sont ces unités, les UEE. C'est la transition entre la conscience, impalpable, invisible, qu'on ne peut pas mesurer, et la réalité physique. C'est le lien. Il va un peu plus se définir, je continue la lecture. Donc ces unités d'énergie électromagnétique, ces dernières, dit-il, existent, entre guillemets, en dessous du champ de la matière physique. Comme elles font la transition entre quelque chose qui n'est pas physique et la matière physique, elles sont juste en dessous. Elles n'appartiennent pas complètement, ou pas directement en tout cas, à notre réalité physique. Ce sont, si vous préférez, des particules en devenir qui n'ont pas encore émergé dans la matière. Donc, ces unités d'énergie électromagnétique qui sont liées à la conscience
et qui vont créer l'expérience subjective que chacun de nous vit, au départ, vont donc prendre naissance, arriver, exprimer. Donc, l'expérience est exprimée. Donc j'ai l'impression, oui, que ça se crée. Alors comment elles sont créées, là, effectivement, c'est pas expliqué. Mais il y a en tout cas un lien entre l'émotion, l'idée de départ, avec une certaine intensité. Ça va devenir, en tout cas, des unités d'énergie électromagnétique qui elles-mêmes ne sont pas dans la matière. C'est un point de départ. Ce sont des particules en devenir. Ces unités, continue-t-il, sont des émanations naturelles de tous les types de conscience. Donc c'est ça, émanation. Donc, quand j'hésitais là il y a quelques instants sur le est-ce que c'est créé ou quoi que ce soit, si ça émane, oui, c'est-à-dire la conscience fabrique, crée, émet ces unités d'énergie électromagnétique. C'est le point de départ. Ce serait l'apparition, alors pas encore sous forme matérielle, c'est là où c'est un peu particulier, mais c'est la manière dont la conscience communiquerait quelque part. En tout cas, à partir de cette conscience, voilà, c'est ce qui diffuse pour ensuite éventuellement devenir des événements, des éléments de notre réalité physique. Des émanations. Ce sont des formations invisibles qui résultent d'une réaction à tout type de stimuli. Donc des éléments qui se forment, invisibles, puisque non matériels, et qui proviennent de la conséquence de toute action au départ, tout stimuli, tout phénomène qui va entraîner une réaction. La conscience est donc à l'origine des stimuli, de tous les stimuli qui vont, avec ces unités, prendre une forme qui n'est pas encore matérielle, mais qui deviennent des éléments. Là, j'ai un peu l'image de la vapeur d'eau. Vous faites bouillir de l'eau pour des pâtes, par exemple, vous mettez un couvercle. En soulevant le couvercle, on voit les molécules. Elles sont tellement denses, on les voit, ce qu'on appelle la vapeur d'eau, et ça part. Et quand ça s'expanse, et bien petit à petit, voilà, ça va diffuser, les molécules d'eau vont changer de forme, elles sont liquides, presque liquides, elles deviennent complètement gazeuses, et à ce moment-là, on ne les voit plus du tout. Et ben c'est comme si la conscience était l'eau qui est en train de bouillir, et cette eau, alors là l'eau elle diminue au fur et à mesure puisque c'est les molécules qui partent, donc là la conscience elle va pas diminuer, mais en tout cas elle va émettre comme ça quelque chose des petits éléments qui sont ces unités d'énergie, et à partir de là effectivement ça va diffuser, donc ça émane de la conscience. Et ça va basculer après dans la matière. Donc il y a un passage de l'un à l'autre. Mais là, pour le moment, il explique ce que sont ces unités. Donc des émanations naturelles de tout type de conscience, des formations invisibles qui résultent d'une réaction à tout type de stimuli. Donc dès qu'on est stimulé par quelque chose, dès qu'il y a un phénomène au départ, eh ben, il y a une réaction avec une émanation d'unités d'énergie particulières. Elles existent très rarement de manière isolée. D'où l'image, effectivement, de cette eau qui bout. C'est des paquets, comme ça, qui vont fonctionner ensemble. Elles s'unissent au contraire, selon certaines lois,
Excusez-moi, c'était la même phrase. Elles existent rarement de manière isolée, point virgule, elles s'unissent au contraire selon certaines lois. Point. Leur forme et leur rythme de pulsation varient. Donc il existerait a priori plusieurs types de ces unités-là, puisqu'elles peuvent avoir au moins des formes et des rythmes de pulsation, donc une certaine fréquence. Donc déjà, on apprend aussi qu'elles pulsent. Elles ont donc une certaine forme, enfin des formes variées et un certain rythme. Mais leur durée, entre guillemets, relative, toujours puisque on a besoin d'en parler avec notre compréhension du temps, et Seth nous dit que le temps n'existe pas tel qu'on le comprend, donc leur durée relative dépend de l'intensité originelle qui les sous-tend. Autrement dit, plus l'eau bout fort, plus ça va émettre d'éléments, donc plus l'intensité est élevée, et plus ces éléments restent, entre guillemets, longtemps. Plus l'émotion qui est à l'origine perdure. Et c'est pour ça quand je dis que l'intensité, il y a un peu deux manières de déclencher quelque chose dans le monde physique. Soit c'est un seul gros pic d'un coup qui va dépasser le palier minimum pour déclencher le point de coordination et il se passe quelque chose dans la réalité physique. Ou bien comme il y a une certaine... comment on appelle ça ? Une certaine durée, une résilience, non, c'est pas ça. Que ça perdure en tout cas un certain temps, on comprend qu'il peut y avoir une superposition. Il y a une première unité qui apparaît. Elle va commencer à diminuer petit à petit, peut-être en forme, en intensité, c'est pas indiqué, mais en tout cas elle va rester un certain temps, et plus l'intensité au départ est forte, plus elle reste longtemps. Donc s'il y en a une qui est émise toutes les minutes, par exemple, peut-être que ça ne suffit pas à atteindre le palier, parce que l'intensité globale de toutes ces unités, elles vont disparaître en 10 minutes, par exemple. Le pic, on voit qu'au bout de 10 minutes, il n'a pas été produit suffisamment d'unités pour que le palier global d'intensité dépasse le niveau qui est demandé. Donc il y a un fond, comme ça, qui est créé d'intensité émotionnelle, mais qui n'est pas suffisant. Si par contre l'intensité accélère, donc soit la fréquence accélère, soit l'intensité de chacune accélère, eh bien le cumul sur une certaine durée va faire que ça peut dépasser le palier, et du coup ça déclenche le point de coordination, donc l'action, la matière. C'est en tout cas moi, voilà, cette vision que j'ai de cette notion d'intensité qui peut se cumuler dans ce que nous on comprend comme étant le temps, et qui surtout permet de comprendre que quand on veut quelque chose, quand on a un souhait dans la vie, soit c'est quelque chose d'un peu explosif, et une énorme grande intensité d'un coup en quelques minutes peut suffire a priori pour déclencher des événements liés à cette émotion de base, mais que inversement, de maintenir, de revenir régulièrement sur une certaine image permet également de créer des événements. Voilà. Leur forme et leur rythme, nous dit-il, de pulsation varient, mais leur durée relative dépend de l'intensité originelle qui les sous-tend. Et la phrase n'était pas terminée, un tiret qui se trouve à la source de l'idée, de l'émotion ou de la réaction qui leur a donné naissance. Donc l'intensité originelle, elle est à la source de la conscience. C'est la conscience qui émane ces unités. Donc là on voit qu'effectivement, il y a différentes formes dans la conscience. Une idée, une émotion, une réaction. Et ça, c'est le point de départ de toute la matière physique. Il y a au début une conscience qui va émettre une certaine intensité émotionnelle. On imagine ces petites particules qui vont se former. Soit d'un coup,
ça suffit pour déclencher quelque chose, soit ça se cumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à un moment donné, ça déclenche une action. Tout cela dépend de l'intensité. Seth nous le dit depuis longtemps. Cette intensité, nous on la vit, soit répartie dans le temps, soit dans l'espace. Pour expliquer tout cela, paragraphe suivant, de manière très simplifiée, on peut donc dire que ces unités électromagnétiques coagulent en matière dans certaines conditions. Donc, Seth continue à essayer d'utiliser des images qui nous parleraient, nous, dans notre monde. Pour expliquer tout cela de manière très simplifiée, on peut donc dire que ces unités coagulent. Coaguler, c'est vraiment s'attacher, s'agglomèrent. C'est le sang qui va coaguler, qui va former, qui va changer de matière également. On peut avoir quelque chose de liquide qui va coaguler, s'agglomérer, se resserrer, se densifier, s'intensifier sous une certaine forme. Il dit donc c'est cette coagulation qui va former la matière. Mais dans certaines conditions. Voilà, je vous disais, tout ça, ça se complète petit à petit par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc j'avance un petit peu. Si les éléments vous semblent un peu complexes, revenez juste dans les séances précédentes, c'est le début du chapitre. Ce chapitre 5, il se comprend en tant que tel. Les éléments nouveaux sont en tout cas tous expliqués dans ce chapitre-là. Donc voilà, si des éléments vous semblent un peu particuliers, n'hésitez pas à lire par vous-même, bien sûr, le chapitre ou à réécouter les séances que j'ai proposées avant. Donc ces unités, continuent-ils, celles qui sont suffisamment intenses activent automatiquement les points de coordonnées subordonnés dont j'ai déjà parlé. C'est bien ce que je disais quand je parle de côté un peu explosif. Voilà. L'intensité initiale peut être suffisante pour déclencher directement. Donc voilà, c'est une redite de ce que j'ai déjà expliqué. Ces unités sont donc accélérées et propulsées dans la matière beaucoup plus rapidement, selon vos termes, que des unités moins intenses. Donc c'est pour ça que je dis il y a un peu deux manières de voir. C'est ce que Seth a l'air de dire aussi à sa manière. Les unités suffisamment intenses, là c'est un peu particulier, il apporte des éléments nouveaux, il dit accélérer et propulser dans la matière. Donc il y a effectivement l'intensité va favoriser en tout cas le phénomène de matérialisation. Et donc par les points de coordonnées, toujours, voilà, c'est ça qui active les points de coordonnées. Donc, et là, ça démultiplie encore plus. Donc ces unités sont donc accélérées, propulsées dans la matière beaucoup plus rapidement, selon vos termes, que des unités moins intenses. Mais ça se passera quand même plus tard si on arrive au palier. Donc tout ça, voilà, je répète un petit peu, mais ça se consolide en tout cas cette image qu'on peut avoir de la manière dont nos émotions, finalement, dont ça prend forme. Pourquoi il arrive ce qui nous arrive? Est-ce que c'était un événement très ponctuel, très fort, ou bien quelque chose qu'on laisse mûrir depuis quelques mois, quelques années peut-être? Mais en tout cas, si l'intensité globale suffit ou dépasse un certain palier, ça se crée. Pour vous donner un ordre de grandeur, les molécules paraîtraient grosses comme des planètes par rapport à ces unités. Donc j'ai déjà expliqué que un atome, le noyau de l'atome, s'il est de la taille d'une tête d'épingle, qu'on le met au milieu d'un terrain de football, les électrons tournent autour. Ça vous donne une idée en tout cas un peu des dimensions. Là, il nous parle de proportion. Donc un atome, une molécule, c'est plusieurs atomes.
C'est une agglomération de différents atomes. L'eau, H2O, le gaz carbonique, CO2, l'oxygène, O2, etc. Donc des atomes qui vont fonctionner ensemble, notamment parce que les électrons, justement, s'échangent entre les atomes, et ça va donc les relier. Là, il nous dit donc, voilà, imaginez les atomes. Donc vous avez déjà l'image, le noyau au milieu qui est minuscule, les électrons, ça forme la taille globale des molécules. Plusieurs atomes, plusieurs terrains de football. Ce serait donc la taille des molécules. Les unités, là, dont il parle, elles sont tellement petites que, quelque part, si on pose la molécule, l'unité d'énergie électromagnétique, sur une molécule, donc vous voyez que les molécules sont microscopiques, la molécule paraît grosse comme une planète. Voilà, je suis, moi, sur ma planète molécule. Donc c'est des millions de fois, là j'ai pas vraiment les proportions en tête, mais c'est ridiculeusement petit. Et donc, a fortiori, ce serait encore plus petit que les particules élémentaires qui ont déjà été identifiées. J'en ai parlé dans une ou deux séances précédemment. Voilà, vous pourrez le retrouver facilement, mais c'est le... comment ça s'appelle ? C'est le... c'est la théorie sur la physique des particules, tout simplement. C'est ça qui explique, avec les quarks, les bosons, etc., les électrons, tout ça. Toutes ces particules qu'on appelle élémentaires, si vous cherchez particules élémentaires, simplement sur Internet, vous trouverez. Les particules élémentaires, elles sont déjà, elles forment soit le noyau, soit le tour. Mais finalement, ces particules élémentaires, elles sont encore énormes, visiblement, par rapport aux unités d'énergie dont Seth est en train de parler. Donc c'est peut-être pour cette raison-là qu'on ne les a pas encore identifiées, et simplement c'est au-delà de ce que nos appareils aujourd'hui peuvent détecter. C'est incroyablement petit. C'est amusant ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, les molécules paraîtraient grosses comme des planètes par rapport à ces unités. Donc ça permet de donner en tout cas une image. Alors aussi une autre raison, effectivement, là c'est moi qui dis des bêtises, c'est qu'elles ne sont pas dans la matière physique. C'est pour ça aussi qu'on ne les voit pas, tout simplement. Les unités électromagnétiques n'appartiennent pas à notre réalité physique. Donc si on veut les mesurer avec un appareil physique, on ne peut pas. Il faudrait un appareil à mesurer dans les autres dimensions. Voilà. Donc ça vous donne en tout cas un peu une représentation possible de quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir exactement dans notre réalité physique. Et pourtant, c'est à l'origine de tout ce que vous voyez autour de vous. C'est ce que Seth est en train de nous expliquer. Il change de dimension. Il dit les planètes, donc là il parle vraiment des planètes et pas des molécules grosses comme les planètes. Les planètes sont, tout comme les molécules ou les atomes, des manifestations du même principe qui donne naissance à ces énergies, à ces unités d'énergie électromagnétique. Tout ce qui est constitué autour de nous, le minuscule et l'énorme, est formé de la même manière. Le point de départ, c'est une conscience qui va émettre des unités d'énergie qui vont, si elles dépassent une certaine intensité et dans certaines conditions dont Seth ne parle pas dans ce chapitre-là, pouvoir comme coaguler, et c'est ça qui devient la matière. C'est ça qui forme les atomes, donc toute la matière, tout ce qu'on voit autour de nous. Mais d'une certaine manière, puisque la conscience va créer, va teinter la matière avec elle, comment elle fonctionne, ce qu'elle a envie de voir dans la vie, dans le monde. Et là, Seth, oui, il termine ce paragraphe. Moi,
de manière assez réaliste, et c'est un petit peu la phrase que je voulais vous dire, de toute façon, donc autant lire celle de Seth. C'est votre position relative, votre focalisation sur un espace et un temps apparent qui vous donne l'impression que tout cela est si improbable. De notre point de vue, nous ne comprenons pas ces éléments-là. C'est en dehors de notre champ de conception de la réalité physique, car nous sommes, nous, à une échelle, effectivement, c'est amusant, c'est un petit peu intermédiaire. Alors, on regarde le monde à travers nos yeux, donc à travers nos concepts, et à travers notre concept, on voit qu'il y a des choses beaucoup plus petites que nous. Pour le moment, les éléments les plus petits qu'on a identifiés, ce sont les particules, à ma connaissance, donc ceux qui forment l'intérieur, notamment du noyau des atomes, enfin voilà, les atomes également, mais surtout le noyau. On a longtemps cru que c'était donc il y a les électrons qui tournent autour, protons et neutrons qui formaient les noyaux. Et en fait, ces protons et ces neutrons eux-mêmes sont formés par des particules plus petites. Et je crois qu'il y a aussi de l'antimatière. Enfin, là, ça dépasse un peu voilà, ce que je connais de manière. Enfin, ce dont je peux parler de manière fiable. Mais en tout cas, voilà, il y a des types de matières plus subtiles que ce qu'on pensait au départ. Puisque je crois qu'il y a des électrons et des anti-électrons, enfin des choses comme ça. Là aussi, si ça vous intéresse, allez voir, vous tapez sur Internet particules élémentaires et vous aurez les éléments. Et donc il y a des contre-éléments comme ça qui se contrebalancent pour équilibrer les masses, pour équilibrer le niveau électrique, enfin l'intensité, plus ou moins. Je crois que c'est pas seulement l'électron et les protons qui s'annulent, je crois qu'il y a d'autres éléments. Voilà, mais là j'en parle de manière assez vague, mais voilà. En tout cas c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui avec les appareils les plus puissants. C'est les éléments les plus petits de la matière qu'on perçoit autour de nous. Et puis à l'autre bout, il y a des physiciens qui s'intéressent aux planètes, au mouvement des galaxies, les trous noirs, les méga, je sais pas quoi, enfin voilà, des trucs énormes, tellement grands, que ça dépasse aussi notre entendement. Eh bien, Seth nous dit que tout ça, tout ce que l'on voit autour de nous, est constitué par des choses encore plus petites, et surtout, et c'est l'élément principal, que ça part de la conscience, que ça part de quelque chose non visible, que toute la matière concrète, physique, palpable, au départ, vient d'une conscience. Ça, c'est vraiment le message nouveau de Seth. Je ne sais pas, mais en tout cas, que Seth, sur lequel Seth insiste beaucoup, que Seth amène, répète. Peut-être que c'était dit avant, là, effectivement. Oui, il y a quand même beaucoup de philosophes qui réfléchissent à ça, qui se disent, mais entre la matière et l'immatériel, qui est à l'origine de l'autre? Et la réponse un peu simpliste qui est de se dire que c'est le cerveau qui pense, donc il faut de la matière pour créer la conscience. Donc le jour où on meurt, il n'y a plus rien. Vous voyez bien que les religions, les philosophes, depuis longtemps, ils pensent différemment. Ils pensent la réalité physique de manière très, très différente de ce que les physiciens, les mathématiciens cherchent, parce qu'eux, ils sont dans l'observation de quelque chose. Mais comment observer ce qui est invisible? Comment, avec des appareils physiques, observer ce qui est non physique, ce qui est immatériel? Et quand je parlais en début de séance de cette expérience subjective que nous vivons tous, comment là, tout de suite, peut-on mesurer l'émotion que je ressens? Quel scientifique est capable d'évaluer ça? C'est pas les maths qui vont répondre à ça, c'est pas la physique, c'est pas la chimie. Alors peut-être la chimie va dire on peut aller regarder à l'intérieur du corps les émanations d'hormones ou bien les signaux électromagnétiques qui sont émis par les neurones. Mais à chaque fois on se trompe, c'est-à-dire qu'on regarde que la conséquence. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? L'origine de l'émotion. Là on ne regarderait que la conséquence. C'est la différence entre les ressentis d'une émotion et l'émotion elle-même. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans ces séances. Le fait de ressentir physiquement dans mon corps
voilà, des organes, des tensions, des mouvements, des différentes sensations de chaud, de froid, etc., ce ne sont que les conséquences d'une émotion qui est présente en moi. C'est la forme que prend l'émotion, c'est la conséquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause, l'origine. Et en général, quand on regarde un corps, on ne peut pas observer l'origine de ce que l'on voit. Par les conséquences de quelque chose, on essaie d'en déduire la cause. Mais on se trompe si on considère que tout ce qu'on observe, c'est seulement ce qui existe. À mon sens. Et c'est pour ça qu'il y a quelque part des sciences dures et des sciences molles. Moi, j'ai fait pas mal d'études en biologie. La biologie, on sait bien que chacun est unique et on a beau étudier les corps, il y a toujours des exceptions. On ne peut pas écrire une règle sur les êtres humains. En psychologie, on ne peut pas dire tous les êtres humains vont réagir de telle manière. Alors on essaie de catégoriser, etc. Mais les psychologues, il y a toujours une part d'inconnu. Comment va réagir telle personne face à tel phénomène? Qui peut prédire ça? On ne peut pas scientifiquement le dire. Parce que notre vécu unique, eh bien, il dépend de l'état dans lequel on est, il dépend de notre conscience. Encore une fois, qu'on ne peut pas mesurer. Donc nous observons les conséquences de ce qui se passe en nous, mais Seth nous dit que le plus important, c'est de revenir à ce qui est en nous au départ, de se redire clairement que nous sommes d'abord une conscience, et que cette conscience fait plein de conséquences tout autour de nous, et notamment tout ce qui nous arrive, toute la réalité, tout ce qu'on crée. Et tout ça passe par tout ce chapitre-là qui nous parle de physique, qui nous parle d'éléments concrets, tout ce processus depuis la conscience, les unités d'énergie électromagnétique qui vont se matérialiser à travers les points de coordination et qui vont devenir du coup des atomes, donc des molécules, donc de la matière physique. Donc des événements concrets, et après on croit ou pas à la synchronicité, il se passe en tout cas ce que l'on souhaite manifester, mais de manière inconsciente. Et c'est tout le décalage entre ce que l'on croit penser et ce que l'on pense réellement. Voilà, là j'ai essayé en quelques phrases de remettre un petit peu en lien, quelque part un peu le début de ce livre, de Seth parle, et d'expliquer surtout pourquoi Seth nous parle maintenant d'éléments vraiment physiques, les points de coordination, à quoi ça sert. Eh bien parce que dans notre vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on vit. Mais voilà, effectivement, et j'en terminerai là-dessus, ça nous semble complètement improbable et complexe de par le fait qu'on ne peut pas observer ces éléments qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans notre vie. Ces unités d'énergie ne sont pas dans la matière physique. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce passage du livre. Merci beaucoup pour votre attention, bonne réflexion, bonne aussi peut-être laisser maturer peut-être, donc bonne intuition aussi par rapport à ce que vous comprenez de ce passage-là. Moi je donne ma version, mais je ne dis pas avoir raison, loin de là. Donc n'hésitez pas à laisser mûrir de votre côté et éventuellement à mettre des commentaires si vous souhaitez partager des retours de votre propre expérience. Merci à vous et à très bientôt.